Gabriel Attal, merci d'être avec nous encore. Bonsoir. Ce soir, ancien Premier ministre, président de France-Ukraine à l'Assemblée nationale, secrétaire général de Renaissance, président du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. Il faut lire de quelle manière, après l'algarade de vendredi au bureau ovale, Trump en rajoute contre Zelensky, le menace, le pousse vers la sortie. Comment est-ce que vous avez ressenti ce qui s'est passé vendredi ? Je crois que c'était d'abord la fin d'une illusion. L'illusion d'une Amérique qui resterait éternellement le rempart de l'Europe. Il y a eu les néoconservateurs et avec Donald Trump, il y a quelque part les néo-isolationnistes, c'est-à-dire une volonté assez assumée de repli sur soi, matinée d'une recherche purement économique et transactionnelle. On voit bien que dans cette logique-là, les alliés sont avant tout des clients. Et la sécurité de l'Europe, elle se monnaie au plus offrant. Vous n'êtes pas seulement, pardon, mais c'est pas seulement la fin d'une illusion. Vous êtes né, vous, en 89, oui. L'année de la chute du mur de Berlin. Vous êtes une génération. Ce que ça représente pour vous, les événements qu'on vit, beaucoup disent, c'est aussi impressionnant que ce qu'on a vécu alors. Oui, probablement. Après, je crois que c'est encore plus violent pour un certain nombre de pays européens. Je pense aux pays scandinaves, aux pays de l'Est, qui se sont construits véritablement et qui ont construit leur liberté dans une relation extrêmement étroite avec les États-Unis. Mais c'est pas seulement la fin d'une illusion. Je crois que c'est aussi un électrochoc. Un électrochoc pour nous, Européens. Pour être capable de prendre notre destin en main, de nous affirmer comme puissance et de ne plus dépendre du parapluie américain, comme on dit, ou des États-Unis pour notre sécurité. Et je crois que c'est possible. On entend beaucoup de choses en ce moment. Et c'est vrai que quand on regarde les informations, je me mets à la place des Français, j'échange avec eux. Évidemment qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a de la peur et qu'il y a du doute. Mais ce dont on ne doit pas douter, c'est du fait qu'en Europe, on a les capacités de faire. Vous êtes triplement concerné. Vous êtes un peu ukrainien, si j'ose dire, puisque vous venez très originairement d'Odessa. Alors à l'époque, c'était la Russie tsariste. J'aimerais que vous disiez un mot de ça. D'où parle-tu, camarade, comme on disait en d'autres générations. Vous êtes retourné sur place. Ça a été un moment émouvant pour vous. Votre famille paternelle venait de là. Alors maternelle, c'est très lointain. Mais je le dis ici, si je défends et que je soutiens l'Ukraine dans le combat qu'elle mène pour sa sécurité, son intégrité et sa souveraineté, c'est avant tout parce que je crois à des valeurs qui sont celles de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais évidemment, il y avait une forme d'émotion, y compris de rencontrer des personnes qui ont rencontré mon grand-père quand il était revenu dans la maison de ses grands-parents avec les clés que ses grands-parents avaient emmenées à l'époque. La même clé fonctionnait toujours, hein. C'est-à-dire que c'était maison spoliée par les bolcheviks à l'époque. Vous êtes retourné avec la clé et elle marchait. Mon grand-père était retourné avec la clé il y a 25 ans et j'ai rencontré les personnes qui l'avaient accueilli. Et oui, la clé fonctionnait toujours. Voilà, c'est aussi des racines. On vient tous de quelque part et je crois que les racines, elles disent aussi quelque part une partie de ce que l'on est. Qu'est-ce que vous avez découvert en étant là-bas ? C'était la deuxième fois que je m'y rendais. J'y suis allé la semaine dernière. J'y étais allé en septembre dernier déjà. Ce que j'ai vu, c'est évidemment un peuple qui est fatigué, bouleversé, endeuillé, traumatisé quelque part par ce qui leur arrive. Mais c'est aussi un courage absolument extraordinaire. J'étais à Zaporijjia, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres, à 20 kilomètres du front, et j'avais été invité notamment par les autorités ukrainiennes à l'inauguration d'une école souterraine. Parce que le seul moyen de pouvoir apprendre en paix là-bas, ou en tout cas d'apprendre calmement et sereinement, c'est de le faire 15 mètres sous terre. Quand vous voyez des enfants descendre des escaliers pour aller 15 mètres sous terre, pour aller à l'école, évidemment, c'est une profonde tristesse que vous ressentez. Et en même temps, se dire qu'il y a un peuple sous les bombes, menacé, agressé, qui fait une priorité à l'éducation parce qu'il considère que c'est en formant les citoyens de demain, en leur transmettant l'esprit critique des valeurs qui sont au fondement de la démocratie, ça vous donne aussi de l'espoir. Monsieur le Premier ministre, mener la guerre jusqu'où ? Entrons maintenant vraiment dans le dur, c'est-à-dire on dit souvent les Européens sont très courageux en parole, mais en acte, les Ukrainiens eux-mêmes se sont plaints parfois de ça. L'Europe a été généreuse, mais pourrait-on être plus audacieux ? La saisie des avoirs russes. Vous avez parlé à ce sujet-là tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Soyons très concrets. Est-ce que demain, vous êtes pour que la France saisisse l'argent gelé des Russes, pas seulement les intérêts, mais le capital? Alors d'abord, il faut qu'on renforce notre soutien à l'Ukraine. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On le fait évidemment pour l'Ukraine, pour sa sécurité. On parlera de tous les dossiers, tous les chapitres, mais d'abord l'argent. C'est important pour moi de le dire, on le fait aussi pour nous. En soutenant l'Ukraine,
on se soutient aussi nous-mêmes. Et la victoire de la Russie nous coûterait beaucoup plus cher que nous coûtera le soutien à l'Ukraine. Combien d'argent russe est là ? Comment est-ce qu'on renforce le soutien à l'Ukraine ? On le fait en mobilisant des fonds qui existent au niveau européen. Je crois que la présidente de la Commission européenne a dit que lors du prochain Conseil européen, le 6 mars, des annonces seraient faites en ce sens. Mais je crois qu'on peut aller effectivement plus loin, y compris par la saisie des avoirs russes. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez aujourd'hui près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont en Europe et qui sont aujourd'hui gelés. On utilise aujourd'hui les intérêts de ces avoirs dans le soutien à l'Ukraine. Peut-on saisir le capital demain ? Moi, je crois que oui. Je pense qu'il faut faire évoluer notre position. Et j'étais en tant que Premier ministre... On vous sent prudent. Vous dites, moi, je crois que oui. C'est-à-dire mais souvent, on va aborder beaucoup de sujets. Souvent, on reproche aux Européens de dire, il faudrait, et quand on entre dans la décision vraie, ils disent, moi, je crois que... Non, parce que d'abord, c'est un sujet qui est compliqué. Oui, j'ai été Premier ministre, j'ai défendu et fait adopter à l'Assemblée nationale l'accord bilatéral de soutien à l'Ukraine. Et à l'époque, cette question avait été posée. Et donc, vous ne l'aviez pas fait ? J'ai partagé les arguments qui nous ont conduits à ne pas le faire. Qu'est-ce qui a changé cette fois ? C'est une question qui est complexe. On voit bien qu'on a changé de monde. Donc allons-y. C'est ça que vous dites ? Oui, allons-y. Et évidemment que c'est des efforts de soutenir l'Ukraine dans sa résistance face à la Russie. Est-ce qu'il faut dire allons-y aussi pour les troupes au sol ? Je termine juste sur les avoirs. Oui. Avant de demander aux Français et aux Européens de payer, faisons payer les Russes dans l'effort de soutien à l'Ukraine qui est absolument nécessaire. Toujours, pardon, je vous bouscule un peu, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour bien comprendre sujet par sujet. Longuement. Alors, la question des principes, mais la question des faits, des actes réels. Les troupes au sol, les troupes de maintien de la paix françaises, on voit que ça a vraiment beaucoup varié. Ça a beaucoup godillé, slalomé ces derniers mois entre les Anglais, même ces dernières heures, entre les Anglais et les Français. Quelle est votre position, oui ou non, est-ce qu'il faut des troupes de maintien de la paix français ? Ma position, c'est qu'on a vu par le passé, en Ukraine et ailleurs, qu'un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, c'est-à-dire sans la possibilité de garantir que ce cessez-le-feu n'est pas rompu, on voit que ça ne dure pas très longtemps et que c'est pire après. Donc, on recherche un cessez-le-feu. 2, si un cessez-le-feu est trouvé, il faut garantir que ce cessez-le-feu soit respecté et que les combats ne repartent pas. Pour ça, il faut ce qu'on appelle des garanties de sécurité. Est-ce que dans ces garanties de sécurité, il peut y avoir des troupes au sol de pays européens, dont la France ? Je crois que oui, à plusieurs conditions, à mon sens. Je vous taquine, vous dites, je crois que oui. Vous êtes pour le faire maintenant, oui. Je ne suis plus en responsabilité, vous le savez. Et par ailleurs, on n'est pas encore au cessez-le-feu, Darius. Et vous êtes le parti présidentiel. Si on a un cessez-le-feu, je vous le dis, oui, je considère à plusieurs conditions. La première, c'est qu'on ne soit pas seul. On voit bien que les Britanniques eux-mêmes ont dit qu'ils y étaient prêts. Je pense que d'autres pays y seront prêts. La deuxième, c'est qu'il y a un mandat clair. Parce qu'on a vu aussi dans un certain nombre de théâtres qu'il pouvait y avoir des troupes sans mandat clair et que ça ne garantissait pas grand-chose. Il faudra voir. Mandat de l'ONU, autre mandat. S'il y a un mandat de l'ONU, il peut y avoir veto des Soviétiques, enfin des Russes, pardon. Voilà, c'est pour ça qu'on voit bien, et ça c'est peut-être un autre sujet qu'on abordera, mais on voit bien qu'aujourd'hui, nos instances multilatérales sont un peu à bout de souffle. Et que c'est une nouvelle organisation, une nouvelle grammaire du monde libre qu'on doit être capable d'inventer. Et le président de la République, en réunissant à l'Élysée, et ensuite le Premier ministre Starmer en réunissant à Londres des pays qui sont membres de l'Union européenne, mais pas seulement autour de cette question-là, je pense, ouvre un nouveau schéma, une nouvelle organisation qui peut ensuite être utile pour notre sécurité. Gabriel Attal, question simple et difficile. Qui a gagné la guerre en l'état ? Et la guerre, aujourd'hui, elle se poursuit. Moi, ce que je note, c'est qu'au début de cette guerre, beaucoup de commentateurs, beaucoup de responsables politiques expliquaient que l'Ukraine ne tiendrait pas 3 jours ou 3 semaines. Beaucoup se sont trompés, ici même. Ah oui, mais ça fait 3 ans qu'ils tiennent. Ça fait 3 ans qu'ils tiennent héroïquement. Les Russes occupent une partie du territoire ukrainien, mais ça n'est qu'une minorité du territoire qu'ils occupent. J'ai vu une dernière évaluation qui a été faite sur le mois de février qui montre qu'ils n'ont que très peu progressé. Donc le plan de Vladimir Poutine, il l'avait d'ailleurs affirmé comme tel, c'était d'ailleurs ce qu'il appelait une opération spéciale qui devait durer quelques jours ou quelques semaines. Ça fait 3 ans que les Ukrainiens résistent. Il reste, pardon, que le président de la République lui-même a dit on ne peut plus reconquérir, on ne peut pas reconquérir par les armes les territoires occupés. En soi, cette fois, est-ce que ça n'est pas une défaite ? Vous avez raison de rappeler, ils n'ont pas pris Kiev, ils se sont plantés, etc. Mais sur le fait qu'on ne puisse pas reconquérir par les armes ces territoires, alors qu'on avait tellement dit, on vous aidera jusqu'au bout à le faire. Et j'ajoute, Darius Rochement, un argument supplémentaire pour casser cette idée que la Russie aurait gagné ce que j'ai entendu ici ou là, c'est qu'on a vu des pays, je pense notamment à la Finlande, décider de rejoindre l'OTAN. Qu'on a vu un certain nombre de pays nordiques, je pense au Danemark, s'intégrer davantage dans l'Union européenne sur les questions
question de défense et de sécurité, ce qui, il me semble, n'était pas tout à fait dans les plans de Vladimir Poutine initialement. Ensuite, pour répondre à votre question, j'étais en Ukraine. J'ai échangé avec les autorités nationales et locales, notamment à Zaporijjia, qui est un oblast, vous savez, qui est occupé, je crois, à quasi 70% par les forces russes. Ils font plus que résister. Ils se battent évidemment aussi pour reconquérir le terrain qui est aujourd'hui occupé par les Russes, et ils se battent héroïquement pour cela, et je crois qu'on doit les soutenir davantage. On doit les soutenir pour la couverture aérienne, on doit les soutenir en matière de munitions. Il y a aujourd'hui parfois un rapport de 1 à 2,5, voire de 1 à 4 entre les obus ukrainiens et les obus russes. Ça veut dire très concrètement, dans certaines situations, quand les Russes tirent 4 obus, les Ukrainiens peuvent réagir avec 1 obus. Gabriel Attal, jusqu'où va la garantie de sécurité? Les Ukrainiens disent, et vous avez raison de le rappeler, c'est bien joli d'avoir un cessez-le-feu, il faut des conditions pour donner des garanties. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un traité d'alliance? Est-ce qu'on peut dire aux Ukrainiens, si demain, après un accord de paix, après un cessez-le-feu, les Russes attaquaient de nouveau, la France entre en guerre? D'abord, je pense qu'il y a différents formats possibles de garantie de sécurité. Il y a l'adhésion à l'OTAN. On voit aujourd'hui. On a compris que c'est exclu par les Américains. Compromise, pour ne pas dire autre chose. Donc c'est pas ça. Il y a l'adhésion à l'Union européenne. Moi, je défends une accélération. Ils ont besoin de garanties maintenant. On peut accélérer le calendrier d'adhésion à l'Union européenne. Dans combien d'années? Ils ont fait un certain nombre de réformes. Dans combien d'années l'adhésion? On peut se dire que dans les deux ans qui viennent, on peut se fixer pour objectif qu'ils adhèrent, y compris de manière adaptée, avec des clauses de sauvegarde, par exemple sur l'agriculture. Ils ont engagé un certain nombre de réformes assez courageuses. Ils continuent à en mener. Soyez précis, pardon. Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, est-ce que ça veut dire que si elle est attaquée de nouveau, la France et les autres entrent en guerre? Vous savez que dans nos traités européens, il y a l'article, je crois que c'est l'article 44, alinéa 7, qui prévoit une assistance mutuelle en cas de conflit. Mais vous savez comme moi, assistance mutuelle, un peu vague. Est-ce que ça veut dire entrer en guerre? Non, mais soyons précis. Mais tout ça pour dire, Darius Rogemin, tout ça pour dire que quand on dit qu'on se bat pour que le conflit s'arrête à l'Ukraine, parce que si Vladimir Poutine prend le contrôle de l'Ukraine, évidemment qu'il poursuivra vers d'autres pays qui sont, eux, déjà dans l'Union européenne. On le fait aussi pour notre sécurité, parce que alors, si jamais il devait intervenir en Roumanie, en Pologne, dans les États baltes, à ce moment-là, on devrait assistance mutuelle. Donc stopper dès maintenant la progression des Russes, c'est aussi agir pour la sécurité de la France. Gabriel Attal, le président de la République dit qu'il faut réfléchir à la dimension européenne de la dissuasion. Il n'est pas le premier, plusieurs présidents l'ont fait, mais là, il le fait de manière accélérée. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des mesures nouvelles prises pour que les Baltes, les Polonais, les Roumains, les autres se sentent protégés par la bombe française? D'abord, vous avez raison de préciser les choses, puisqu'on voit certains responsables politiques, je pense notamment à Madame Le Pen, qui racontent absolument n'importe quoi en ce moment. À l'écouter, encore tout à l'heure à l'Assemblée nationale, le président de la République aurait proposé de partager le bouton nucléaire avec d'autres pays européens. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Un seul appuie sur le bouton. Il a repris une doctrine qui a été celle avant lui de plusieurs présidents de la République, notamment de Jacques Chirac, dans un discours important, je crois, en 1996, qui est de dire que notre dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, elle vise à protéger nos intérêts vitaux. Et que dans nos intérêts vitaux, il y a évidemment une dimension européenne. C'est ce qu'a rappelé le président de la République. Maintenant, ce à quoi le président de la République a ouvert la porte, c'est en cas de désengagement américain. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour qu'il y ait une véritable protection pour l'ensemble des pays européens, et notamment les États baltes, en matière de parapluie nucléaire? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Il a ouvert un débat et une discussion. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller vers cette nouvelle organisation. Ce que les Français ne savent pas toujours, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des ogives nucléaires américaines sur le sol européen. Oui. En Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., etc. Dans un certain nombre de pays, d'où le fait que ces pays-là se sentent quelque part protégés par le parapluie américain. Vous amenez la question, est-ce que vous seriez favorable, et là on est dans l'ultra concret, à ce qu'il y ait des ogives nucléaires françaises qui soient stockées, parce que ça change tout, vous le dites vous-même pour les Américains, sur le sol de la Pologne, des Baltes ou d'autres? Je pense que le président a raison d'ouvrir ce débat. Et pourquoi est-ce que je ne vous dis pas oui, il faut le faire, ou non, il ne faut pas le faire, Darius Rogemin? C'est parce que c'est des sujets qui sont éminemment complexes. Est-ce que ça veut dire participation des forces armées de ces pays à des exercices conjoints avec nos forces armées? Est-ce que ça veut dire des garanties, il en faut, d'entretien et de sécurisation de ces ogives? Tout ça, c'est des discussions dont il faut parler. Mais je pense que le président de la République a raison d'ouvrir ce débat, et qu'on voit bien qu'il y a une angoisse très forte dans les pays que vous évoquiez,
d'un retrait du parapluie américain. Et je crois que c'est de la responsabilité de l'Europe et de la France de garantir la sécurité à ces pays. Gabriel Attal, vous avez réfléchi sur ces sujets. Il faut lire Bruno Tertrais, qui est un des meilleurs spécialistes de la dissuasion nucléaire, qui explique de quelle façon le Premier ministre bénéficie de ce qu'on appelle les procédures de dévolution. Si le président de la République est mort ou empêché en cas de guerre, en cas d'urgence de guerre, alors si l'intérim est organisé, c'est le président du Sénat, ce serait M. Larcher maintenant, mais sans cela, c'est dans l'urgence le Premier ministre qui est chargé de la décision ultime. Je sais que vous avez reçu la formation, si j'ose dire, un chef d'état-major qui vient voir, qui explique comment ça marche. Est-ce que dans un moment pareil, on sent le poids de la responsabilité morale que ça suppose ? Bien sûr. Au terme du Code de la défense nationale en France, le Premier ministre est chargé de la responsabilité de la dissuasion nucléaire. Ça veut dire qu'il doit garantir que la dissuasion nucléaire est toujours opérationnelle, qu'elle est entretenue, qu'elle est renouvelée. Et évidemment, comme tous mes prédécesseurs, en tant que Premier ministre, j'ai été formé sur ces questions-là, qui sont des questions extraordinairement lourdes. Maintenant, je veux bien être clair, c'est le chef de l'État et le président de la République qui seul est responsable. On parle des cas extrêmes où il est empêché, voilà, mais enfin, il reste que sur cette terre, il y a peu de gens, vous faites partie de club au sens le plus vertigineux du terme, de quelques dizaines de personnes dans le monde qui ont été formées à ça. Un chef d'état-major est venu vous dire, voilà, ça marche comme ça. J'ai eu la responsabilité d'être Premier ministre de mon pays et à ce titre-là, d'avoir des responsabilités en termes de défense nationale. J'ai cherché à les assumer du mieux que j'ai pu aux côtés du président de la République. Est-ce que la perspective a changé ? On voit bien que l'apocalypse nucléaire, on pensait que c'était tout ou rien. Je me rappelle au début de la guerre d'Ukraine, beaucoup de responsables politiques sont venus dire c'est tout ou rien. Et on comprend que non. Les Américains eux-mêmes, M. Blinken, dans cette même émission, nous a dit oui, à l'automne 2022, on a eu peur du nucléaire tactique. Est-ce que le danger nucléaire est revenu ? Et je me souviens des débats qu'il y a eu à ce moment-là, des inquiétudes qu'il y a eu à ce moment-là. Vous les aviez aussi ? Je crois que tout le monde les a partagés. Je veux dire, au début de l'invasion russe et du conflit, il y a eu un certain nombre de déclarations qui d'ailleurs parfois venaient d'occidentaux eux-mêmes sur ce sujet-là. Et je me souviens à l'époque d'avoir été beaucoup interpellé par des Français qui me posaient la question. Moi, je pense que c'est important quand même d'expliquer aux Français la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'entends évidemment les inquiétudes. Ce que je veux leur dire, c'est qu'on a les moyens en Europe d'assumer un rapport de force qui peut nous permettre d'arriver à la fin de cette guerre sans que cette guerre se termine par un anéantissement de l'Ukraine et une occupation de l'Ukraine par les Russes. Il y a une phrase d'André Malraux qui est très connue, qui a écrit, je crois, qu'il fallait que les hommes mobilisent la grandeur qu'ils ignorent en eux. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Européens mobilisent la force qu'ils ignorent en eux. On a une puissance. La Russie, c'est le plus grand pays du monde, c'est le PIB des Pays-Bas. À nous tous, dans l'Union européenne, on investit... déteste qu'on le rappelle, vous avez rien fait. Non, mais à nous tous, dans l'Union européenne, on investit autant qu'eux en matière de défense et on va continuer à investir davantage puisque vous voyez bien que beaucoup de pays européens se sont engagés dans des réinvestissements massifs pour nos armées. On vit ce moment incroyable où le président de la première puissance, celui qu'on appelait généralement le défenseur du monde libre, dit « Arrêtez avec vos histoires, la Russie n'est pas si dangereuse que ça ». Je vous lis sa déclaration du jour. Nous devrions passer moins de temps à nous inquiéter de Poutine et plus de temps à nous inquiéter des gangs de violeurs migrants, des barons de la drogue, des meurtriers et des personnes issues d'instituts psychiatriques entrant dans notre pays pour ne pas finir comme l'Europe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit bien dans les déclarations qui sont celles de Donald Trump que les questions d'état de droit, de liberté des peuples, de démocratie sont secondaires par rapport à des intérêts qui sont purement économiques ou transactionnels. Est-il devenu notre ennemi ? Est-ce que Trump est devenu l'ennemi des Européens ? Non, les États-Unis restent un allié, doivent rester un allié. Mais dans un rapport qui doit évidemment évoluer, y compris de notre côté. Un allié, c'est pas quelqu'un qui vous tient en laisse. C'est pas quelqu'un dont vous dépendez à tout point de vue. Et donc quand on dit qu'il faut assumer notre puissance, évidemment que ça vise aussi à rééquilibrer une relation qu'il a peut-être été à l'échelle européenne ces dernières décennies. Moi je vais vous dire, je suis ni va-t-en-guerre, ni soumis. Je cherche à être pragmatique. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut être avec Donald Trump. C'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République a eu raison de se rendre à Washington pour rencontrer Donald Trump et qu'il a raison, avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement en Europe, de maintenir
un dialogue pour chercher à le convaincre qu'il n'est pas dans son intérêt que la Russie emporte la victoire face à l'Ukraine. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que la France doit être non alignée? Il y a eu, c'était une période gaulienne, Chirac n'était pas loin de ça, cette idée qu'au fond, à l'égard des États-Unis, même si on est solidaire en termes militaires, mais pour le reste, entre la Chine, la Russie, les dictatures arabes, il ne faut pas faire trop de morale, on est non aligné. Est-ce que vous pensez ça? Mais je crois que c'est la doctrine qui a été poursuivie par les différents présidents de la République, y compris le nôtre. Certains étaient plus atlantistes. Oui, en tout cas, c'est ce qui a été poursuivi. Un ou deux d'entre eux, disons. C'est ce qui a été poursuivi. Oui, moi je crois que la France a encore beaucoup de choses à dire au monde. Que dans les débats qu'on a en ce moment, on parle beaucoup des pays de l'hémisphère nord. Je pense que vis-à-vis, dans le rapport qu'on a, les relations qu'on a avec les pays du sud global, comme on dit souvent, on a beaucoup de choses à construire et que c'est aussi cohérent avec l'histoire qui est la nôtre et le positionnement qui a toujours été le nôtre. Le président de la République a parlé de ce qu'il appelle l'international réactionnaire. Alors, il n'est pas entré dans le détail, mais le détail, tout le monde sait très bien de qui il parle, c'est-à-dire Trump, Vance, peut-être Musk, ces gens qui soutiennent l'AfD, notamment en Allemagne. Est-ce que vous partagez d'abord cette appellation? Est-ce que le nom vous semble bien trouvé? Bon, c'est pas le terme, c'est le terme que le président de la République a employé. Je pense qu'il reflète, on le voit bien, conception qu'un certain nombre de valeurs qu'on appelait les valeurs occidentales, ou les valeurs qui unissaient la communauté internationale, sont secondaires, voire ne sont pas partagées du tout. Moi, je vais vous dire, moi je crois à la démocratie, je crois aux démocraties libérales, je crois à l'état de droit, et je ne crois pas à l'usage de la technologie comme instrument de domination des masses. Trump est élu, démocratiquement. Oui, bien sûr, mais on voit dans un certain nombre de déclarations qu'il y a la remise en cause d'un certain nombre de chefs d'État, et au premier rang desquels le président Volodymyr Zelensky, qui a été démocratiquement élu, qui a une contestation, y compris de sa légitimité, et qui a quelque part une forme d'inversion des valeurs qu'on voit dans le débat public, alimenté évidemment par la Russie, y compris alimenté en France par le Rassemblement national et Madame Le Pen, qui consiste à installer l'idée que finalement ceux qui voudraient la paix, ce serait la Russie, et que ceux qui voudraient poursuivre la guerre, ça serait l'Ukraine et les Européens. Mais pardon, il faut rappeler quelque chose de basique. Le plus sûr moyen d'arrêter la guerre et de faire la paix, c'est si les Russes arrêtent d'agresser l'Ukraine. Je l'ai dit tout à l'heure, si les Russes arrêtent de se battre, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine arrête de se battre, il n'y a plus d'Ukraine. Tout ce qu'ils font, c'est simplement chercher à se défendre, chercher à pouvoir continuer à vivre libre, chercher à survivre. Et je le dis, moi, y compris comme un homme de ma génération, l'idée qu'on pourrait être spectateur de leur anéantissement me rend malade. Voilà, ça me rend malade. C'est pas mes valeurs, c'est pas la conception que je me fais de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous avez fait l'allusion à Musk. Musk, ce soir, est encore d'une violence telle contre Zelensky. Pour vous, est-ce que Musk est dangereux? On voit un certain nombre de déclarations, mais je me souviens aussi, et c'est là où on voit une forme d'incohérence et d'imprévisibilité absolue. Je me souviens au début de l'invasion russe en Ukraine, d'un certain nombre de tweets de sa part, de messages de soutien aux Ukrainiens. Il les a aidés, bien d'ailleurs, avec Starlink. Voilà. Oui. Et on voit aujourd'hui, y compris dans un certain nombre de déclarations des autorités américaines, que par un tweet, un communiqué, une déclaration, on peut tout d'un coup avoir une forme de renversement dans une ligne. Et mais ça, oui, quelque part, au stade où on est, c'est insécurisant. C'est insécurisant. Insécurisant, voilà. C'est un peu mou. Il est dangereux ou il n'est pas dangereux? C'est insécurisant, Darius Rochemin. Et donc c'est dangereux, si vous voulez que je le dise. Vous êtes pire, vous étiez aux affaires, vous êtes aux affaires, vous êtes encore plus prudent. C'est pas une question de dangereux ou il n'est pas dangereux. C'est pas une question de prudence. Insécurisant, oui. Non, je pense que c'est. J'essaye d'être pragmatique, encore une fois. Moi, je ne cherche pas à être dans l'escalade, dans la course à celui qui aura le propos, qui fera le buzz ou qui fera la polémique. Il soutient l'AfD en Allemagne, pardon. Il soutient l'AfD en Allemagne. Ou bien on considère que c'est son libre choix démocratique, les uns, ou bien on considère que c'est dangereux. Mais insécurisant, il y a une ingérence qui est évidente. Et par ailleurs, vous me faisiez réagir sur les propos qu'il tient sur Volodymyr Zelensky et sur l'Ukraine. Et ce que je vous rappelais, c'est qu'on a vu une évolution dans les prises de position qui ont été les siennes ou qui ont été celles d'autres responsables américains, qui montrent qu'il y a une imprévisibilité absolue et que donc, quelque part, on peut difficilement se fier à des propos ou à une ligne qui est défendue par eux. Écoutez, c'est l'image en direct. Le président Trump parle, on l'apprend maintenant, du Volodymyr Zelensky. Écoutez-le.
Qu'est-ce que vous vouliez dire en parlant de recommencer les négociations? Je pense qu'il devrait être plus reconnaissant parce que nous avons les avons soutenus, nous leur avons donné beaucoup à ce pays, beaucoup plus que l'Allemagne, que l'Europe, pardon, qui aurait dû en faire plus puisqu'elle était à la frontière entre les deux. Et c'était un pays très important qui était comme une barrière à la frontière. Et je ne parle pas que de l'Europe, mais l'Europe a été beaucoup plus intelligente que Joe Biden, ne savait pas ce qu'il faisait. Il a donné de l'argent à toute allure. Ils auraient dû avoir quelque chose en contrepartie. À savoir que si on donne $1, ils auraient dû donner $1. Si on a donné 350 millions de dollars, ils auraient dû nous donner la même chose. Mais eux ont récupéré leur argent parce qu'ils l'ont fait sous forme de prêt. Et c'est un prêt sécurisé. Lorsque j'ai vu cela, et cela faisait un certain temps que je le savais, je me suis dit que le moment était venu pour nous d'être intelligents. Et dans le même temps, c'était quelque chose d'important pour eux parce que nous pourrons aller dans le pays, prendre les terres rares, ce qui va nous permettre de faire fonctionner notre moteur, le moteur que nous avons créé il y a très peu de temps. Et là, nous aurons quelque chose, nous aurons une présence sur place. Et tout ceci étant dit, je voudrais qu'une chose puisse se faire. Je veux que tous ces jeunes, que l'on arrête de tuer tous ces jeunes qui meurent par milliers toutes les semaines. La semaine dernière, il y en a eu 2700 qui sont décédés. 2700 jeunes, tous des jeunes garçons d'Ukraine et de Russie. Voilà cette déclaration. De Donald Trump. Monsieur le Premier ministre, nous sommes toujours avec vous. Votre réponse à son argument, cet argument pacifiste ou pseudo-pacifiste où il dit « tout est mieux » plutôt que de continuer la boucherie. Mais encore une fois, c'est une inversion de valeur absolue. Ceux qui sont responsables de la boucherie, comme vous dites, c'est les Russes qui bombardent les Ukrainiens. J'ai passé la semaine dernière 4 jours en Ukraine, à Kiev, à Zaporijjia, à Odessa. Ils sont sous le feu des bombes. Ils demandent qu'une chose, c'est que les bombardements s'arrêtent, c'est que les tirs s'arrêtent. Et s'ils s'arrêtent, il n'y a plus de guerre. Arrêtons d'accepter cette inversion de valeur délirante où on donne le sentiment que ce sont les Ukrainiens qui veulent la guerre et qui sont à l'origine de la guerre. Non, ils demandent simplement à pouvoir vivre libre et se défendre. Quelle est la nature exacte aujourd'hui du danger russe? On entend l'argument de Trump disant, au fond, les Européens exagèrent. Les Européens, c'est ça qu'il dit, hein, les Européens surjouent ce danger. Pendant la guerre froide, c'était clair, on imaginait que soit la bombe, soit que les chars russes allaient déferler sur Berlin, sur Paris, etc. Quel est le danger aujourd'hui ? Je crois que pour le reconnaître, il faut se fier aux déclarations de Vladimir Poutine lui-même. On a vu un certain nombre de ses déclarations sur ses objectifs, ce qu'il appelle la Grande Russie, c'est-à-dire reconquérir un certain nombre de territoires dont il considère qu'ils ont été illégalement ou injustement perdus par la Russie. Il veut reconstituer l'URSS selon vous ? C'est des déclarations lui-même qu'il a pu avoir. Pas forcément d'ailleurs en se référant à l'URSS, mais peut-être à d'autres temps de l'histoire russe. Je note aussi qu'il a déclaré avoir pour objectif, d'ici à 2030, d'avoir une armée, je crois, d'1 500 000 soldats, de doubler le nombre de ses blindés. S'il fixe cet objectif pour 2030, ça montre qu'il ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine, mais qu'il a des visées sur d'autres États et sur d'autres pays. Jusqu'ici, est-ce que vous pensez que, comme pendant la guerre froide, il y a un risque réel, conventionnel sur Paris, sur Berlin Je crois qu'il y a un risque sur un certain nombre de pays aujourd'hui membres de l'Union européenne ou membres de l'OTAN, qui sont dans les visées immédiates de la Russie. Encore une fois, il suffit de se fonder sur les déclarations qui sont celles de Vladimir Poutine. Et je précise que s'il venait à prendre le contrôle de l'Ukraine, il doublerait quasiment son armée avec l'armée ukrainienne, qui est une armée extrêmement puissante et importante. Et donc, il aurait beaucoup plus de capacité encore à s'attaquer ensuite à la Moldavie, peut-être à la Roumanie, peut-être à la Pologne, peut-être aux États baltes, qui pour un certain nombre d'entre eux sont membres de l'Union européenne, à qui nous devons assistance mutuelle. D'où l'importance de stopper Vladimir Poutine aujourd'hui et d'aider les Ukrainiens à résister aujourd'hui. Et j'ajoute, si vous me le permettez, parce que je voulais en parler tout à l'heure, moi j'échange beaucoup avec les Français et je vois bien qu'il y a aussi une forme de lassitude. Ils voient bien que dans les conséquences de ce conflit, il y a aussi de l'inflation, il y a aussi des difficultés d'approvisionnement énergétique, il y a aussi des mouvements de population. Ce qui est important de dire, c'est qu'une victoire de la Russie sur l'Ukraine ne ferait qu'accroître ces difficultés. On parle, pour ce qui est de l'Ukraine, d'un des premiers producteurs de céréales en Europe et dans le monde. Ça veut dire que l'inflation alimentaire, le prix du blé, augmenterait encore plus. Ça serait, si la Russie gagnait sur l'Ukraine,
une inflation puissance 10 pour les Français, y compris en termes de facture d'électricité. Et s'agissant des mouvements de population, on aurait des mouvements de population en Europe encore plus importants venant d'Ukraine, venant potentiellement de pays frontaliers de l'Ukraine. Donc, Gabriel Attal, soutenir l'Ukraine coûte moins cher que d'accepter quelque part une victoire russe. Le contraire, on entend certains sur ce plateau. Parfois, pendant la guerre d'Ukraine, ils commençaient à baisser un peu le ton, c'était pas très populaire. Et ce discours revient de ceux qui disent au fond, c'est pas très généreux comme pensée, mais certains de ces pays, s'ils restaient dans l'influence russe, les puissances ont des zones d'influence et puis on aurait la paix, en gros. C'est ça qui est dans le discours de certains. Même la neutralité de l'Ukraine. Ils considèrent que si l'Ukraine était neutre, si on lui imposait la neutralité, eh bien on n'aurait pas eu la guerre. Répondez à cet argument-là. Je viens de vous répondre, je crois. Ça ne serait pas rendre service aux Français pour leurs intérêts immédiats. Et par ailleurs, ça ne constituerait aucune garantie pour s'arrêter. Moi, j'entends bien que pour certains, les questions entre guillemets morales ou de valeurs démocratiques, de valeurs de souveraineté, d'intégrité, ne sont pas suffisantes pour soutenir l'Ukraine. On voit bien dans le débat politique, en échangeant avec les Français, que pour certains, ça n'est pas un argument suffisant. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a d'autres arguments, et notamment l'intérêt quotidien des Français. Les conséquences en termes d'inflation, d'approvisionnement énergétique, de mouvement de population seraient massives et pires que ce que nous connaissons aujourd'hui. Gabriel Attal, vous êtes personnellement parmi les bêtes noires des Russes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelle façon extrêmement grossière, Soloviev en l'occurrence, le propagandiste du Kremlin, vous avez attaqué parce que vous, à leurs yeux, et aux yeux des droites européennes ou des extrêmes droites européennes, vous apparaissez vraiment comme ce qu'ils appellent l'international progressiste. Ils mettent dedans Trudeau et quelques autres personnages comme ça. Croyez-vous qu'ils veulent vous renverser? Croyez-vous que Trump, Vance, Musk se disent tous les Attal d'Europe, on veut les écarter pour mettre à leur place des Orban, des Meloni et autres? D'abord, moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac, dans le même panier. Vous avez commencé en abordant des responsables politiques russes qui, je crois, m'avaient attaqué à l'époque où j'ai été nommé Premier ministre en raison de mon orientation sexuelle. Ce ne sont pas des propos que j'entends porter ouvertement par des responsables politiques outre-Atlantique. Maintenant, on voit bien qu'il y a une forme de combat de société entre deux visions. Moi, je défends une vision qui est attaché aux valeurs de la démocratie, des démocraties libérales, qui est attaché à la liberté. Moi, je considère que la valeur première que l'on doit défendre, c'est la liberté, et que c'est pas pour rien si en France, à l'époque, a été choisi comme devise liberté, égalité, fraternité, avec la liberté en premier, ce qui veut dire que je suis attaché à la lutte contre les discriminations, à la défense des minorités. Effectivement, on voit que cette ligne-là n'est pas partagée et qu'elle est même combattue par certains. Elle est combattue, je le dis aussi, avec une forme quelque part de complicité, ou en tout cas elle est alimentée par certains. On voit aux États-Unis que ça a été alimenté par le mouvement du wokisme, qui a quelque part alimenté ce combat qui a été mené notamment par Donald Trump contre les luttes contre les discriminations, parce qu'il y avait ce mouvement wokiste. Et je crois qu'en France, de la même manière, on voit malheureusement dans un certain nombre de déclarations politiques, notamment à l'extrême gauche et à la France insoumise, une forme d'alimentation de discours qu'on entend aujourd'hui au Rassemblement national à l'extrême droite. Gabriel Attal, comment existera cette fraction de la politique en France, dont vous êtes le bloc central, vous dites les partisans de la liberté. Vous avez 35 ans, vous étiez le plus jeune en tout, vous avez été quoi? Plus jeune Premier ministre? Plus jeune quoi? Je crois plus jeune membre d'un gouvernement de la Ve République. Aujourd'hui, la suite, qu'est-ce que c'est? Par exemple, est-ce que vous êtes candidat à la mairie de Paris? Non, mais alors là... Non, mais ne dites pas, mais alors là... Je suis venu, Darius Rochebin, pour aborder des questions graves qui sont, je crois, les questions qui préoccupent en ce moment les Français. Non, mais ne faites pas que ça vous surprenait. C'est pas par excès de modestie ou d'humilité, mais je pense que les Français qui nous regardent sont plus intéressés de connaître peut-être la position qui est la mienne et les idées que je défends dans le cadre de ce conflit et de cette situation qui est inédite dans notre histoire récente, plutôt que mes visées ou pas personnelles. C'est un enjeu très important. On voit à quel point l'Europe est en train d'hésiter. Des pays comme l'Italie qui ont basculé, c'est-à-dire qu'il y a une union de la droite qui a pris le pouvoir, qui fonctionne, bien ou mal, chacun en juge, mais en tout cas qui fonctionne, qui a le pouvoir. Ici, en France, il y a un bloc central dont vous êtes de fait la figure principale. Est-ce qu'il y aura à la prochaine élection présidentielle, quoi qu'il en soit, un candidat macroniste? Il y aura, j'espère, une candidature de l'espace politique que je représente aujourd'hui à la tête du parti Renaissance, qui est un espace politique qui croit au dépassement politique, la capacité à faire travailler ensemble des personnes venues d'horizons différents pour répondre aux défis qui sont devant nous.
les défis qu'on a à relever aujourd'hui sont plus importants encore qu'en 2017. Est-ce que le label macroniste, le label Emmanuel Macron, restera? La question m'a été posée encore récemment. J'ai dit que je n'ai jamais cru à ces labels derrière des personnes. Moi, je ne crois pas. Voilà, de la même manière, quand on me dit est-ce que vous défendez l'atalisme? Non, moi j'ai eu l'occasion de dire je suis travailliste. Il y a moins d'atalistes que de macronistes pour l'instant. Non, mais d'une manière générale, je ne suis pas pour la personnification à outrance. Moi, c'est la Ve République. Oui, il y a eu des gaullistes, des mitterrandistes, des chiraciens. Pourquoi y aurait-il pas de macronistes? L'élection présidentielle, elle est dans 2 ans. Oui, mais pourquoi n'y aurait-il pas? C'est pas très clair ce que vous me dites. Comme je vous disais, il y a eu des chiraciens. Pourquoi n'y aurait-il pas de macronistes? Ce que je vous dis, je crois à un certain nombre de valeurs. Moi, je me sens travailliste. Je me sens féministe, je me sens écologiste, je me sens, j'aime pas trop le terme, mais républicaniste. Je crois aux valeurs de la République, à la laïcité, à la sécurité pour les Français. Ça me semble plus important et plus clair. Maintenant, est-ce que vous serez l'héritier? Soyons clairs, parce que ça existe en politique, les filiations. Dieu merci. Est-ce que vous serez l'héritier d'Emmanuel Macron? Mais moi, je suis arrivé en politique et j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir exercer des responsabilités, y compris au plus haut niveau, en étant chef du gouvernement de mon pays. J'ai pu exercer ces responsabilités parce que le président de la République me les a confiées. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Maintenant, ce qui me dérange... Vous lui êtes reconnaissant? Évidemment. Et ce qui me dérange dans ces questions, c'est que on finit par donner le sentiment dans le débat public que finalement, maintenant, il faudrait se concentrer sur ce qui se passera dans 2 ans, en 2027. Il y a juste 2 ans entre les deux. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on ne pourrait plus agir, qu'on ne pourrait plus réformer dans les 2 ans qui viennent. Parce que les 2 ans qui viennent là, ils en valent 50. Édouard Philippe était notre invité il y a quelques jours. Il disait, ce seront 2 ans, on ne pourra pas faire grand-chose. Il se trompe? Moi, je ne veux pas croire à ça. Voilà. Je ne partage pas cette ligne-là. Mais d'abord parce qu'on ne peut pas l'accepter. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump, il multiplie ce qu'on appelle les executive orders. Il prend des décisions tous les jours. La Chine investit massivement dans son économie. Les Allemands, quand ils auront fini leur discussion sur leur coalition, je pense qu'ils iront assez vite, assez fort sur les réformes. Et nous, pendant 2 ans, on va faire la planche en France à attendre que ça passe. Monsieur le Premier ministre. Tout le monde avance. Monsieur le Premier ministre, vous êtes bon comédien. Vous faites comme si, comment la présidentielle, de quoi me parlez-vous? Je n'y pense pas. Non, c'est pas ce que je vous dis. Non, mais je vous taquine. Ce que je vous dis, c'est que ne nous laissons pas enfermer dans l'idée qu'il ne pourrait plus rien se passer en termes de réforme pour les Français et pour le pays dans les 2 ans qui viennent, sous prétexte qu'il y a une présidentielle dans Cela étant, vous savez combien la présidentielle est structurante dans le pays. Le rôle du président de la République est structurant dans ce pays. Donc ça amène quand même des questions qui sont directement liées à la stabilité de la France, à la force de la France. Est-ce que pour vous, il faudra hâter les échéances? Est-ce qu'il faut une dissolution pour retrouver, si possible, une stabilité? Non, je crois qu'il faut soutenir le gouvernement de François Bayrou, le plus longtemps possible, lui permettre de tenir et lui permettre d'agir. Vous savez, tout le monde dit on ne peut pas adopter de réforme. Il se trouve que j'ai présenté un texte avec mon groupe Ensemble pour la République il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour lutter contre la délinquance des mineurs, avec des mesures inédites, plus ferme qu'il n'y a jamais eu, pour lutter contre la délinquance des mineurs, sortir de cette forme d'impunité qui fait quand vous êtes un mineur multirécidiviste, vous risquez beaucoup moins que quand vous êtes majeur. Bon, ce texte, il a été adopté par l'Assemblée nationale et il sera adopté par le Parlement. Donc on peut agir. Et si on voit qu'il y a un blocage au Parlement, on peut agir par référendum et demander aux Français de trancher un certain nombre de questions. Le pays se prendra-t-il à droite? Tout le monde convient qu'il y a une forme de déport vers la droite, et on l'a vu les derniers scrutins. Est-ce qu'il faudra tenir compte de ça, d'après vous? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent réenfermer notre pays dans un clivage droite-gauche qui a consisté pendant des années, j'ai grandi avec ça, ma génération a grandi avec ça, pour la gauche à défaire ce que la droite avait fait avant, et pour la droite à défaire ce que la gauche avait fait avant, sous prétexte que c'était pas dans l'idéologie officielle. En 2017, on est quelque part un peu sorti de ça, avec l'idée que les défis étaient tellement importants qu'il fallait sortir de ce clivage. Les défis sont encore plus importants aujourd'hui. En 2017, Darius Rochebain, la guerre n'était pas revenue sur le continent européen. En 2017, l'intelligence artificielle ne promettait pas de révolutionner nos vies comme aujourd'hui. On n'avait jamais entendu parler de ChatGPT. En 2017, le réchauffement climatique était là, mais ces manifestations n'étaient pas aussi spectaculaires que ce qu'on a aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Qui peut croire que face à ces enjeux, la paix sur le continent européen, le défi technologique de l'IA et la lutte contre le réchauffement climatique, pour ne citer que, qui peut croire qu'il faudrait se réemprisonner dans des clivages droite-gauche? Qui peut dire à quelqu'un qui se revendique ou qui se sent de droite qu'il n'a pas le droit d'être extrêmement exigeant sur les questions écologiques? Et qui peut dire à quelqu'un qui se revendique de gauche qu'il n'a pas le droit d'être très exigeant sur les questions de sécurité et de lutte contre la délinquance? Gabriel Attal, quelques mots. Vous avez été au pouvoir, et puisqu'on parle d'international, vous avez raison, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. J'aimerais votre regard quand même sur quelques moments, parce qu'il y a notamment quelques images
images qui les soutiennent. Il y a ce moment où vous êtes allé chercher Joe Biden sur le tarmac. La scène était assez extraordinaire parce que vous êtes le jeune Premier ministre de la France, il est le président âgé, il faut dire ce qui est un peu sénile, enfin je veux dire c'est des choses, tous ceux qui étaient à ce moment-là sur le tarmac disent, vous avez vu, tout le monde a vu là que l'histoire s'écrivait, que ça allait peut-être ouvrir la voie, alors certains espéraient à Kamala Harris, en l'occurrence à Donald Trump. Est-ce que vous avez senti là qu'il se passait quelque chose? Non, mais d'abord c'est un moment qui était assez court. Non, mais je sais que vous l'avez prouvé aussi. Vous avez vu à quel point il se passait là quelque chose. J'ai surtout ressenti, Darius Rochebin, l'immense honneur qui était le mien d'être chef du gouvernement de mon pays et d'accueillir le président des États-Unis sur le sol français à l'occasion de la commémoration des 80 ans du débarquement américain, avec des cérémonies qui ont été absolument extraordinaires. Ensuite, c'est surtout ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Xi Jinping, vous avez accueilli Xi Jinping, vous lui avez parlé chinois. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit en chinois à Xi Jinping? Bon, parce que j'avais quelques bases, mais vraiment des bases. Qu'est-ce que vous dites en chinois? Je crois que je lui ai dit Si Ju Xin Yin Hao, qui veut dire bienvenue monsieur le président Xi. Et puis voilà, quelques mots ensuite. Mais c'était, voilà, on avait aussi un interprète, j'ai aussi parlé en français puisque je ne pouvais pas tenir la conversation. Mais là, c'est pareil, c'était un moment très, très fort, évidemment, pour moi. Il y a une nostalgie du pouvoir? Moi, je me suis engagé en politique parce que j'aime l'action. Et j'ai eu l'immense honneur d'agir au gouvernement, d'abord en tant que ministre, puis en tant que Premier ministre. Évidemment que c'est les moments où on se sent le plus utile. Aujourd'hui, j'essaye d'être utile différemment. D'abord dans mes fonctions de chef du parti Renaissance, de président de groupe à l'Assemblée nationale, dans mes fonctions de président d'association aussi. J'ai créé une association de lutte contre le harcèlement à l'école et on organise des actions. On a déjà sensibilisé plusieurs milliers d'élèves à ces questions de harcèlement. Voilà, je cherche à être utile autrement et je chercherai toujours à être utile à mon pays. Est-ce qu'il y a eu un moment de déprime? Non, je dirais pas ça. D'abord parce que j'ai eu le temps de me préparer à quitter mes fonctions. Je vous rappelle que j'ai attendu pendant près de 2 mois que mon successeur soit nommé. Ça a été long. Donc j'ai eu le temps de me préparer à quitter mes fonctions avec quand même un sentiment quelque part du devoir accompli. D'abord parce que j'ai le sentiment d'avoir tout au long de mes fonctions à Matignon fait du mieux que je pouvais en loyauté avec le président de la République. C'était court. Oui, mais voilà. Il y a eu le mot terrible de Barnier qui vous a... Voilà, vous l'avez cherché un peu, mais il vous a cherché un peu aussi là-dessus. Et ensuite, parce que j'ai eu le sentiment de m'être battu au moment des élections législatives provoquées par la dissolution, pour que les extrêmes, qu'il s'agisse de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ne puissent pas gouverner le pays, et qu'aujourd'hui, les extrêmes ne gouvernent pas notre pays. Allez, un dernier mot, Gabriel Attal. Je me rappelle, vous étiez venu sur ce plateau il y a des années, vous aviez dit que vous aviez été biberonné par vos parents, votre père, je crois, à Napoléon. C'est vrai, non? Je me souvenais plus que je vous avais raconté ça. Bien sûr, vous allez trop loin, vous êtes imprudent, c'est vrai, non? Oui, il me lisait... Attendez, et alors? Bon, voilà, je veux dire, mais bon, mes parents me lisaient aussi plein d'autres choses. On est ambitieux, quand on rêve de revenir, on rêve du pouvoir quand on a été passionné de Napoléon. Moi, j'ai envie d'être utile à mon pays. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, et je vois ce qui se passe en France, j'ai pas envie d'être simplement spectateur. Édouard Philippe, dans notre émission il y a une semaine, disait, oui, moi je le dis, moi j'ai pas peur de le dire, oui, j'ai envie du pouvoir. Le pouvoir, pourquoi ? Moi, c'est ça le sujet, c'est le pouvoir d'agir. Quand vous voyez ce qui se passe, quand vous engagez en politique, c'est parce que quand même, vous voyez un certain nombre de choses qui vous révoltent, qui vous indignent, et que vous avez envie de pouvoir agir. Oui, il faut avoir le pouvoir pour agir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout à l'heure, vous disiez, oui, c'est une bonne chose d'ouvrir le débat. Vous étiez très prudent, et tout le monde l'est, et tous les dirigeants d'Europe le sont, mais c'est le président de la République qui ouvre le débat sur cette chose extrêmement importante, c'est-à-dire potentiellement élargir la dissuasion nucléaire française à un certain nombre de pays européens. On va en parler. Et en rappelant que c'est un débat qui a déjà été ouvert par des précédents présidents de la République, notamment le président Chirac. Vous avez raison, et on va en parler avec nos autres intervenants. Je vais les rejoindre. Merci beaucoup, puisque... Merci à vous.